je suis Jean-François, un curieux, et je pose des questions de médecine. Bonjour, je suis Diane de la Clergerie, je suis médecin, et le plus important pour moi, c'est de pouvoir aborder ici tous les sujets de santé sans aucun jugement. En France, la médecine enseignée et pratiquée est dite conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle se base uniquement sur des principes établis par des preuves scientifiques. Cependant, il est possible d'observer depuis plusieurs années un recours croissant aux pratiques de soins non conventionnelles, appelées également thérapies complémentaires, dont attestent les chiffres de Statista. 71% des Français déclaraient en 2024 y avoir eu déjà recours, au moins une fois dans leur vie, et près de 1 Français sur 5 dit carrément les préférer. Malheureusement, plus de 2 tiers des signalements des dérives dans le domaine de la santé proviennent de ces pratiques alternatives, d'où l'importance de bien s'informer. Afin d'y voir un peu plus clair sur ces différentes pratiques, nous avons souhaité vous en parler aujourd'hui avec le docteur Diane de la Clergerie. Bonjour Diane. Bonjour Jean-François. Diane, avant de commencer, pourrais-tu nous expliquer pourquoi il y a autant de termes différents pour parler de ces médecines dites non conventionnelles ? C'est vrai que ce n'est pas simple de s'y retrouver. On entend souvent parler de médecine non conventionnelle ou médecine douce, encore médecine naturelle, parallèle, alternative. Voilà. Mais tout ça, ce sont des termes quand même assez controversés. L'Académie de médecine préfère plutôt parler de thérapie complémentaire et l'Ordre des médecins plutôt de médecine alternative et complémentaire. Voilà, il existe aussi depuis quelques années un collège universitaire autour des médecines intégratives et complémentaires qui s'appelle le CUMIC. Voilà, ce qui est important, c'est pas tellement le nom que l'on en retient, mais c'est vraiment la définition. Alors justement, on parle de définition, mais pourquoi avoir choisi le titre de thérapie complémentaire pour cet épisode ? Alors, si on a préféré ce titre, c'est donc en accord avec l'Académie de médecine, et c'est parce qu'il nous semble être le plus pertinent pour comprendre ce que sont ces pratiques. En fait, elles sont tellement nombreuses et avec une efficacité extrêmement variable qu'il paraît vraiment délicat de les qualifier de médecine, surtout qu'elles ne sont pas toujours initiées par des personnes étant des professionnels de santé et n'ont pas toujours l'intérêt des gens à cœur. Deuxièmement, le terme de complémentaire est vraiment intéressant puisqu'il permet de souligner la complémentarité justement avec la médecine conventionnelle au lieu de les opposer. Parce que si on utilise le terme de médecine alternative, on sous-entend qu'il faut faire un choix entre les deux. Et ça pourrait être dangereux parce que si des personnes qui se méfient un petit peu du système de soins conventionnel se disent je vais aller voir plus que l'autre système, voilà, ça peut mener à des abus. Mais de quelle pratique parle-t-on justement ? Alors, l'Organisation mondiale de la santé en dénombre quand même plus de 400, donc ça va être compliqué de parler de toutes ces pratiques. Pour citer quand même les plus fréquentes, il y a notamment l'acupuncture, qui est issue de la médecine traditionnelle chinoise, l'hypnose, la méditation, ou encore l'homéopathie, la mésothérapie, qui consiste en l'injection de médicaments en petite quantité, la naturopathie aussi, le jeûne, ou encore, par exemple, l'auriculothérapie, qui est issue de l'acupuncture et qui se passe au niveau de l'oreille. On peut aussi citer des pratiques, mais qui, elles, sont beaucoup plus rares et plus obscures, dirais-je, telles que l'urinothérapie ou encore la lithothérapie avec des cristaux. Alors, parmi toutes ces pratiques, certaines d'entre elles sont reconnues par l'État, j'imagine, ou c'est pas le cas ou... Alors, effectivement, on intègre de plus en plus ces pratiques en complément donc, de la médecine conventionnelle. Il y a même une pratique qui fait l'objet d'un diplôme d'État, et c'est l'acupuncture. Ensuite, il y a des diplômes universitaires un peu partout sur le territoire national, qui sont liés aux universités et qui ne permettent pas à eux seuls de devenir professionnels de santé. Et enfin, certains hôpitaux les intègrent de plus en plus dans leurs pratiques, notamment en oncologie, où on peut des fois faire appel à de la sophrologie, de l'art-thérapie, etc. Ou notamment dans le domaine de l'anesthésie, où on a de plus en plus recours à l'hypnose, par exemple. Et en dehors de ces cas, quand est-ce que nous pouvons recourir aux thérapies complémentaires et de quoi faut-il se méfier ? Alors, il faut savoir qu'en France, l'exercice des professions médicales et d'auxiliaires médicaux est encadré par le Code de la santé publique. Et chaque professionnel est inscrit à son ordre respectif. Et en dehors des médecins, des dentistes, des sages-femmes ou encore des biologistes médicaux, tout diagnostic ou traitement de pathologie est illégal. Voilà, donc il vaut mieux que ça se fasse sur prescription ou recommandation d'un professionnel de santé.
Et bien sûr, méfiez-vous des arnaques financières et n'hésitez pas à le signaler à la Miviludes, qui est un organisme national pour lutter contre les dérives sectaires. Alors, à titre personnel, il m'arrive d'aller chez l'ostéopathe, qui est donc considéré comme un praticien non conventionnel. J'y trouve, me concernant, un bienfait. Alors, à partir de quand peut-on estimer qu'une thérapie non conventionnelle est vraiment complémentaire des pratiques plus classiques? Alors l'ostéopathie, en l'occurrence, fait l'objet d'un décret et les ostéopathes peuvent effectivement pratiquer des manipulations qui ne nécessitent pas l'intervention d'un médecin. Donc j'ai envie de te dire, si ça te soulage, si tu as un bon rapport avec ce praticien et qu'il pratique également des tarifs raisonnables, alors je n'y vois absolument aucun inconvénient. En revanche, je conseille à tous et à toutes, avant la première séance, d'aller d'abord consulter un professionnel de santé, car la manipulation peut parfois être dangereuse si on n'a pas posé de diagnostic en amont ou si on n'a pas réalisé d'imagerie au préalable. Et sachez que malheureusement, certaines manipulations peuvent provoquer des AVC. Hmm. Plus généralement, est-ce que le corps médical aurait à gagner à rappeler la complémentarité de certaines thérapies? Alors je pense que oui, et de plus en plus de professionnels de santé en sont tout à fait conscients, d'où la multiplicité des diplômes universitaires, l'intégration progressive dans les centres hospitaliers, etc. C'est notamment intéressant quand les prises en charge classiques, médicamenteuses, chirurgicales, etc., n'arrivent pas à soulager certains patients. Mhm. Je pense notamment à ceux qui sont suivis pour des douleurs chroniques qui durent depuis des années et pour lesquelles on ne trouve pas de traitement vraiment efficace. Là, ça pourrait être utile de se tourner vers les thérapies complémentaires. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il existe encore une telle méfiance de la part des professionnels de santé au sujet de ces thérapies? Alors, je pense qu'il y a deux principales raisons. La première, c'est qu'il y a un nombre insuffisant d'études prouvant l'efficacité de ces thérapies, quand bien même certaines sont de mieux en mieux documentées. Je pense notamment à l'hypnose. Et puis en plus, ce sont des pratiques qui sont parfois difficilement évaluables avec nos standards en médecine conventionnelle. Hmm. Deuxièmement, c'est parce qu'il est vraiment important que ces pratiques soient cadrées et il faut faire extrêmement attention donc aux arnaques. Hmm. Je pense notamment à un témoignage du podcast Dans les yeux d'Olivier où il y a eu la fille d'une patiente qui témoignait pour elle, qui avait eu un cancer du sein et qui s'était fiée à un réseau de médecine non conventionnel. Et malheureusement, elle n'a pas été adressée à temps à un médecin spécialiste et sa mère s'est rapidement dégradée. Et, c'est bien malheureux. Nous arrivons à notre dernière question, et comme c'est la tradition dans J'ai une question docteur, on va ouvrir un peu sur le sujet. Et alors moi, je te pose une question, Diane. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens autour de moi qui ont recours à ces thérapies complémentaires. Alors j'imagine qu'il y a un intérêt croissant. Oui, alors c'est vrai que bon, on parle beaucoup, nous, au sein de la communauté scientifique médicale, de l'efficacité de ces pratiques, de la nécessité d'un cadre, mais on doit quand même bien remarquer qu'il y a de plus en plus d'usagers du système de santé qui ont recours à ces méthodes de soins un peu différentes. Et je trouve ça effectivement très intéressant de se poser la question du pourquoi. Mm. Voilà. Qu'est-ce qui pousse effectivement les gens à tourner le dos, des fois même, aux pratiques de soins conventionnels? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment soulagés ou écoutés? Est-ce qu'il y a aussi un intérêt croissant pour le bien-être, les produits naturels, etc. Voilà, ce sont des pistes, mais je pense qu'il faut davantage réfléchir aux raisons qui poussent à aller vers les thérapies complémentaires. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Un proverbe chinois déclare que c'est par le bien faire que se crée le bien-être. Alors plutôt que de parler de médecine alternative, il est préférable de parler de thérapie complémentaire. Celles-ci sont multiples, elles peuvent être certaines très utiles et d'autres plus douteuses. Donc, restez vigilants, renseignez-vous et assurez-vous d'être accompagné par un professionnel de santé. Merci beaucoup Diane pour ces éléments. Merci Jean-François. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour un épisode qui sera consacré à la grippe. D'ici là, bonne journée à tous et prenez soin de vous.